On a la chance d'avoir Emmanuel, Aliwa Emmanuel, on vous a regretté beaucoup au mois de mars, mais vraiment c'était cas de force majeure pour que vous arriviez ou vous n'arriviez pas à Paris. Et donc vous représentez, nous, on se connaît depuis un petit moment et je dois dire qu'on est très admiratif de ce que vous portez, enfin de votre Vectorius, et c'est d'autant plus que c'est pas du tout habituel et c'est pas du tout, j'allais dire, dans la ligne des choses, des dispositions finalement classiques, un peu faciles qu'on développe en France. Quel regard vous portez-vous là-dessus et surtout quelle expérience vous avez, parce que je sais que vous travaillez depuis un moment avec quelques CHU ou quelques CHR aussi en France et pas seulement sans doute aussi en Israël. Voilà, comment vous réagissez, puis peut-être si vous pouvez dire deux mots aussi sur ce qu'est le protocole 6C que vous représentez, que vous portez. Merci à vous d'être là. Tout d'abord, merci pour votre invitation et merci à tous. Je me sens toute petite parmi vous, à vrai dire. Mon expérience de l'oncologie est tout à fait nouvelle. Par contre, je sais ce que c'est que faire face à l'adversité, qu'elle soit physique ou psychologique. Et c'est cette expérience que j'essaie de partager dans différents domaines. Ce qu'il m'a été demandé en me confiant la diffusion du protocole 6C, c'est de vulgariser cette approche. Et le protocole 6C est un protocole d'intervention ultra précoce, qui est une espèce de neuromodulateur en fait. Il est basé sur 4 concepts théoriques très puissants et qui font beaucoup écho aux problématiques que je rencontre maintenant auprès des médecins qui se forment au sein des CHU. Je rentre là, par exemple, du CHU de Rouen où j'ai été très interpellée parce que je découvre un univers et je co-construis avec eux les cas pratiques en les découvrant. Et donc, je fais toujours je calque le protocole d'intervention précoce israélien sur leur choc émotionnel ou en tout cas tout ce qui les impacte. Et j'ai rencontré pendant 2 jours des réanimateurs, des gynécologues, des oncologues, des chefs de clinique avec des problématiques d'oncologie, mais aussi d'infirmières agressées, de bébés morts in utero, d'annonce d'une trisomie 21, d'une mère qui décède pendant son accouchement, bref, des problématiques graves, des redéfinitions du schéma corporel suite à une chirurgie lourde, puisque à l'initiative des formations au protocole 6C du CHU de Rouen, il y a l'éminent professeur Tuesch qui cherche comment réduire l'impact des soignants précisément, l'impact de ces maladies graves sur les soignants et sur les patients, et en particularité avec un focus sur l'annonce de diagnostic. Comment faire en sorte d'annoncer le diagnostic de façon à réduire l'impact qu'il a, et notamment l'impact traumatique qu'il peut avoir sur les parents, par exemple, lors de l'annonce d'un cancer chez les enfants. Et on sait aujourd'hui que le style de communication des médecins lors d'une annonce influence la sévérité des réactions parentales. Donc, pour revenir à votre question sur les soignants, milieu que je découvre, ce que j'ai bien compris, et justement en me penchant un petit peu sur le lien entre de quoi souffrent les soignants, quelle est la particularité d'être soignant et tout d'un coup de se retrouver patient. Et je vous ai bien écouté, et ce que j'ai compris, c'est que des témoignages et de la littérature, c'est que en fait l'annonce d'un diagnostic de cancer, c'est évidemment un événement potentiellement traumatique au sens clinique, pas parce que ça implique nécessairement une menace vitale immédiate, mais parce que ça produit une espèce de rupture de continuité narrative. C'est-à-dire que le médecin ne peut plus projeter son futur, le personnel soignant qui est touché par un cancer ne peut plus projeter son futur de la même façon. Et les croyances fondatrices qu'elle a s'effondrent complètement. Et chez une patiente non soignante, le choc ne se fait pas de la même façon. C'est-à-dire que
l'ignorance dont elle fait preuve de l'oncologie a une espèce de vertu protectrice partielle. Elle ne sait pas forcément ce qu'impliquent les protocoles, les taux de survie, les effets secondaires, la chimio, alors que ce qu'on comprend dans ce que j'ai lu dans la littérature et partagé avec le personnel soignant ces dernières années, c'est que c'est le contraire chez le personnel soignant, c'est-à-dire que la connaissance médicale chez la soignante intervient comme un amplificateur de ce que ça représente. Dès les premiers mots du diagnostic, la soignante, elle visualise tout de suite ce que c'est qu'un stade 3, elle connaît les statistiques de rechute, elle a des images comme ça cliniques très claires qui s'activent instantanément, souvent dans la version la plus sévère parce que c'est le biais de notre cerveau de penser au pire. Et donc, on est dans ce paradoxe qui fait que la connaissance est un amplificateur de la représentation de la maladie au lieu d'être un protecteur. Ça, c'était pour répondre sur votre première question, Anne-Marie. Vous ai-je perdu, Anne-Marie? Anne-Marie? Marie, remettez votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Oui, pardon. Oui, ce que je voulais, ma réaction immédiate était de dire que finalement, c'est une approche quasiment inverse, c'est-à-dire que on a une intuition qui est quasiment délirante. Exactement comme avec le protocole 6C, c'est-à-dire que la prise en charge ultra précoce, elle ne doit pas être, et maintenant on le sait. Et notamment les recommandations des dernières années depuis 2012 de l'OMS contre le débriefing psychologique vient renforcer le fait que l'approche compassionnelle qui est complètement légitime lorsque quelqu'un lorsqu'on doit faire une annonce grave à quelqu'un est une annonce qui est plutôt aggravante. Et donc, de la même façon, l'approche qui concerne les soignants et qui consiste à dire ils sont protégés parce qu'ils savent, c'est précisément le contraire. Ils ne sont pas protégés parce qu'ils savent. Au contraire, ils sont plus exposés. Cette familiarité, cette proximité avec la maladie grave, ça crée une espèce de familiarité traumatique qui ne protège pas le soignant contre le choc personnel, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, mais qui l'intensifie. Pourquoi ? Par projection identitaire inversée en fait. La soignante qui a dit 100 fois à un patient vous allez être pris en charge, doit maintenant entendre cette phrase de l'autre côté. Et elle sait ce que cette phrase ne dit pas en particulier. Et puis, il y a ce que j'ai pu comprendre de la part des soignants, il y a cette espèce de trahison du cadre professionnel. Je ne sais pas si ça vous parle les uns et les autres, vous qui êtes vraiment dans le domaine, expert en oncologie. La trahison du cadre professionnel, ce serait que le soignant a construit son identité autour du fait de « je maîtrise, je comprends, j'agis ». La maladie le replace dans une position de patient et non plus du tout dans la position d'expert qui maîtrise, qui comprend et qui agit. Et la soignante malade passe de « je suis actif » à « je suis passif ». Et on sait précisément, et c'est d'ailleurs le cœur du protocole 6C, on sait que le sentiment d'impuissance, la perception du sentiment d'impuissance est ce qui est susceptible de générer un PTSD, un trouble de stress post-traumatique. Donc, cette inversion de rôle est en elle-même une détresse indépendante du pronostic médical, me semble-t-il. Oui, c'est important ce que vous dites, parce que là, est-ce que vous pourriez peut-être un peu plus, parce que moi, je connais le protocole 6C, mais je suis pas sûre que ça soit complètement le cas de tous, mais là, et on reviendra sur ce point qui est important, qui est de dire que finalement la rationalité, quand le rôle, c'est l'une des choses, je trouve, en formation qui est les plus difficiles à faire comprendre. Quand le rôle change, les perceptions éclatent. Et les perceptions éclatent, et notamment, ce que vous disiez là, quand on est en position de pouvoir ou d'expertise, qui d'un certain côté est aussi une position de pouvoir, ces fondements-là sont complètement par terre. Et j'imagine, je vois que Jean-Marie Peretti est arrivé là, mais j'imagine qu'on a un peu le même genre avec des dirigeants, par exemple, qui aussi sont confrontés à ça. Je reprends, peut-être si vous pouvez nous l'expliquer au fil de ce que vous faisiez avec vos experts et
du CHU de Rouen ou d'ailleurs, mais qui théoriquement là étaient finalement confrontés à des difficultés, des traumatismes tout à fait forts du fait de leur métier, mais qui les atteignaient aussi personnellement. Peut-être vous pouvez nous redire un peu ce qu'est le protocole 6C là-dessus, nous faire comprendre pour les nuls, si je peux me permettre, je parle pour moi, bien entendu. Bon, alors je vais savoir si c'est pour les nuls. Le protocole 6C est un protocole d'activation cognitive et fonctionnelle. C'est une intervention précoce qui vise à restaurer rapidement le sentiment de contrôle, réduire l'impuissance et la détresse aiguë, favoriser l'adaptation et la résilience. Pour être en capacité en quelques minutes, et ce qu'on a randomisé, c'est vraiment très rapide, hein, on est à 1 minute 30, 90 secondes. Donc, pourquoi ? Parce que c'est né au sein de l'armée et que le besoin d'opérationnalité était la priorité. Donc, cette continuité opérationnelle, effectivement, intéresse beaucoup les CHU, les entreprises, puisque c'est ce qu'on essaye de retrouver. Parce qu'on sait que la continuité opérationnelle permet de retrouver un sentiment d'auto-efficacité, d'estime de soi, bref, les indicateurs de résilience qui permettent de basculer de « je suis passif » à une continuité opérationnelle et « je suis actif ». Donc, le protocole 6C se focalise sur le passage de l'hyperactivation du système limbique à une activation du cortex préfrontal, tout simplement. Et cette neuromodulation prend quelques minutes, guère plus. Et donc, le travail du 6C est de réduire l'hyperactivité de l'amygdale, de réguler le cortex préfrontal afin de retrouver les capacités fonctionnelles de raisonnement et de décision qui ont été réduites par le choc, l'annonce d'un diagnostic par exemple. On travaille beaucoup avec les oncologues et d'autres spécialités sur l'annonce justement de diagnostics graves ou de faits graves. J'avais noté ici par exemple une erreur technique en pleine intervention chirurgicale, un père qui laisse un instant sa femme qui vient d'accoucher et qui, à son retour, la trouve décédée. Il y a une façon d'annoncer cela et qui n'est pas forcément intuitivement, puisque notre système compassionnel s'active évidemment à nous en tant que personnel primo-intervenant ou soignant, et on sait aujourd'hui que ce n'est pas ce système compassionnel qu'il faut écouter, et c'est tout à fait contre-intuitif, destructif, mais c'est très efficace. Oui. Et qui était ce que vous disiez tout à l'heure, qui a été conforté par l'approche de l'OMS qui dès 2012 disait que l'excès de compassionnel finalement un peu dégoulinant, un peu complaisant produit l'effet inverse. Oui, parce qu'en fait, on a un débriefing. Alors, on a une méthode en France qui est utilisée, et d'ailleurs, je crois qu'elle ne l'est qu'en France, qu'on appelle le débriefing psychologique, et les recommandations internationales sur le PFA, c'est-à-dire les gestes de premier secours, les interventions d'urgence dans les premières heures, déconseillent, voire interdisent. C'est ce que le Mental Health Gap en 2012 est passé de non recommandé à interdire, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que c'est aggravant de la perception traumatogène de l'événement. Donc, l'OMS recommande effectivement dans les premières heures plutôt de ne pas avoir une pratique émotionnelle, de répondre à des besoins immédiats, d'aider la personne à retrouver un fonctionnement adapté, à enclencher rapidement des mécanismes de résilience. Bref, tout ce que les études, que ce soit l'auteur du protocole, Moshe Farki, bien avant lui, Hopfol, Brimmer, Folkman, vous parliez tout à l'heure de la perception quand on est soignant, Lazarus et Folkman sont vraiment ceux qui sont les plus emblématiques dans la question de la perception et effectivement, la menace, on ne peut pas la changer, mais la perception que j'en ai, ça, je peux agir dessus et c'est ce que fait le protocole avec une incidence sur le développement des pathologies anxieuses qui est significative. J'aimerais bien demander et Caroline et Mario et puis aussi Dominique qui est là de réagir, parce que moi ce que je comprends là c'est un peu deux choses, c'est que l'objectif il est finalement de retrouver un fonctionnement le plus positif qui soit dans un univers dans un ensemble qui s'est écroulé d'un certain côté, retrouver ça, et est-ce que ça voudrait dire par exemple, alors
bien sûr pour des soignants patientes atteintes de cancer, qu'il faut avoir une vigilance presque plus importante que pour les autres dans l'annonce, puisque ce que vous dites, ce qui est important, c'est une annonce, c'est une réaction précoce. Donc ça voudrait dire après, et on va revenir peut-être en débat sur l'ensemble, beaucoup de prévention pour justement peut-être permettre à tout un chacun, là on est sur les soignantes, mais je pense qu'on en aurait chacun ou chacune beaucoup de bénéfices, de pouvoir anticiper ce type d'exemple. Voilà, c'est la question que je me pose.